En manchette, Saguenay réclame 574 000 $ pour la crise du pont du Buc. Et le cégep de Jonquière va rencontrer la ville pour améliorer la sécurité des piétons autour du collège. Bienvenue au Web Journal. Bonsoir et bienvenue au Web Journal du 19 février 2014. 574 000 $, c'est le montant que réclame la Ville de Saguenay au ministère des Transports pour la crise du pont du Buc de décembre dernier. Dans un rapport rendu public ce matin, Saguenay formule aussi des recommandations au ministère des Transports. Roby Saint-Gelais, les dépenses reliées à cette crise sont finalement moins importantes qu'anticipées? Oui, Pierre Lemaire croyait au départ que la crise allait se prolonger jusqu'au mois de janvier, donc il avait prévu le pire du côté de sa municipalité. La plus grande part du gâteau est attribuée à la Société de transport du Saguenay, qui a coûté 254 000 $ aux contribuables de Saguenay durant cette période. Le 200 000 $ pour le déploiement du service incendie durant cette période. Il y a également d'autres dépenses qui ont été non facturées au ministère parce que la Ville a décidé que c'était à elle de payer. Et pour ce qui est de la STS, on parle surtout ce montant est si élevé en raison du service de navette qui avait été gratuit durant cette période et du salaire des conducteurs. Et quelles seront les recommandations qui seront soumises au ministère? En fait, on veut du côté de Saguenay que des directives claires soient émises à tous les ministères du gouvernement du Québec pour que les informations soient soumises en temps réel aux municipalités touchées en cas de sinistre à l'avenir, parce qu'on a trouvé, et le maire de Saguenay, Jean Tremblay, a trouvé plutôt agaçant d'obtenir les informations au compte-gouttes pendant cette crise. Je vous laisse l'entendre d'ailleurs à ce sujet. Ça a été difficile, cette crise-là, pour ce point de vue-là. C'est que les informations étaient transmises lors de conférences de presse, mais les informations étaient connues, des fois depuis 6 heures, des fois depuis 24 heures. Et nous, on ne le savait pas. Puis ça, là, le temps, ça peut sauver des vies dans des cas semblants. C'est pas le temps de jouer c'est pas un jeu politique, là. On veut aussi qu'une meilleure communication soit établie entre les responsables du MTQ et le coordonnateur du site municipal, qui était M. Carole Girard, lors des événements. Je vous laisse l'entendre d'ailleurs à ce sujet. Nous, notre centre des opérations est en opération 24 heures par jour. Donc, il y a eu des moments où, effectivement, on était en attente d'informations, où il n'y a rien qui se passait, il n'y a rien qui bougeait, parce qu'on n'avait pas les informations en temps réel. On ne dit pas que le ministère des Transports n'a pas fait son travail, il n'a mal fait son travail, mais il y a un aspect important en gestion de crise, qui est la communication, que ce soit avec le ministère des Transports ou un autre organisme. Et la Ville veut aussi créer un comité ad hoc concernant le pont du Buc? Oui, ce comité servirait pour faire appréciation des risques si le pont du Buc fermait de nouveau. On parle parce que le pont du Buc, selon le rapport, est une infrastructure essentielle à Saguenay. Et donc, les résultats seraient insérés finalement dans le plan municipal pour la gestion de crise à l'avenir et ça faciliterait la coordination du transport en cas de crise et en cas, évidemment, de fermeture du pont du Buc. Merci, Roby. Au revoir. Devant la commission Charbonneau, l'entrepreneur saguenayen Normand Penneau rapporte des cas d'intimidation de la FTQ Construction dans le cadre de contrats sur la Côte-Nord. En 2005, les deux frères de M. Penneau se sont fait molester par 50 hommes dans le but de convaincre l'entrepreneur de renvoyer ses travailleurs au Saguenay et de les remplacer par des employés de cette île. Emma Québec a atteint son objectif de 150 donneurs lors de sa collecte de sang organisée aujourd'hui au cégep de Jonquière. L'organisatrice Nancy Gagné tient à remercier la direction du collège pour son aide dans la promotion de l'événement. Et le cégep de Jonquière souhaite rencontrer la Ville à la suite de l'accident du 14 février dernier sur la rue Panet afin de discuter de la sécurité des piétons autour de l'établissement scolaire. On se rappellera qu'une jeune fille avait été happée par un automobile. Le cégep est d'avis qu'il faudrait améliorer la signalisation ainsi que l'éclairage dans le secteur. Un reportage de Marie-Lou Ringuette. C'est la semaine dernière qu'une étudiante de 17 ans a été frappée par une voiture sur la rue Panet en soirée. Un accident qui remet en cause la sécurité dans le secteur, selon la responsable des communications du cégep de Jonquière, France Tremblay. Un étudiant qui a un accident, c'est un accident de trop. Alors, ce que la direction compte faire, c'est interpeller la Ville. On s'est déjà assis avec la Ville pour travailler sur la signalisation autour du cégep et faire des campagnes de sensibilisation.
Mais là, on veut aller un petit peu plus loin. Pour la direction du Cégep de Jonquière, il est clair qu'il y a encore des améliorations à apporter à la sécurité dans le secteur. L'établissement scolaire souligne d'ailleurs qu'il y avait un problème d'éclairage à l'endroit où l'accident a eu lieu. Plusieurs points seront donc abordés lors de la rencontre avec la Ville. Est-ce qu'on manque d'éclairage? Est-ce qu'on manque de lumière? Peut-être que c'est ça. Est-ce que les traverses, les brigadiers statiques sont assez évidents? On ne le sait pas, mais on veut creuser parce qu'on trouve qu'il faut faire quelque chose. La sécurité publique ainsi que l'établissement scolaire notent tout de même une amélioration considérable de la sécurité près du cégep. Comparativement, je recule juste de 2 ans, alors que les étudiants traversaient un peu partout, n'utilisaient pas le passage. Et on a, avec tout le travail effectué, remarqué la grande majorité de l'ensemble des étudiants utilisent ce passage-là. Ils comprennent maintenant que c'est beaucoup plus sécuritaire de cette façon-là. Le Cégep de Jonquière et la sécurité publique demandent donc aux automobilistes ainsi qu'aux piétons d'être vigilants et de respecter les réglementations. Marie-Lou Ringuette, ATM Nouvelles, Saguenay. En lien avec cet accident, l'équipe des mesures d'urgence du CLSC offre la possibilité aux étudiants touchés par l'accident de participer à des séances de verbalisation. Ma collègue Sabrina Malaison s'est entretenue avec le travailleur social du CLSC, responsable du Cégep de Jonquière, Maxime Dallaire. Bonjour, M. Dallaire. Bonjour. Alors, comment ce genre d'accident-là peut affecter justement l'entourage proche de la victime, mais aussi la communauté? Bien, évidemment, la façon d'être affectée peut varier beaucoup d'une personne à l'autre. Certaines personnes ont une capacité d'adaptation beaucoup plus forte là, face aux événements traumatisants. Bien, dans le fond, on parle réellement d'un événement traumatisant. C'est quand il s'agit de tragédies, des choses importantes qui se passent, eh bien, les personnes peuvent être très affectées. Et c'est souvent sous forme de flashback. Ça peut même aller jusqu'à des traumatismes qu'on appelle un choc post-traumatique. Okay. Si la personne, tout dépendamment, évidemment, de à quel point la personne a été touchée. Là, Et pourquoi c'est important, justement, d'aller chercher de l'aide? Bien, je pense que toute forme de traumatisme, vous avez sûrement déjà entendu parler qu'on refoule des émotions. Bien, une personne qui refoule des émotions, on va constamment les appeler à défouler, dans le fond, ces émotions-là, plutôt que de les refouler. Et une façon saine de les défouler, mais évidemment, c'est d'en parler. Et quand on en parle, on parle justement d'émotions, les séances de verbalisation qu'on organise. Justement, vous avez organisé des séances de verbalisation, mais d'où vous est venue cette idée-là de mettre en place ces séances-là? Bien, en fait, au CLSC, on a une équipe qu'on appelle l'équipe des mesures d'urgence qui est un peu spécialisée là-dedans. Dans le fond, ce sont tous des intervenants sociaux qui sont volontaires, qui ont un intérêt pour aider les gens lorsqu'il s'agit de tragédies ou de situations particulières. Puis, on a développé ce comité-là, a été appelé à venir intervenir dans cette situation-là pour organiser justement des séances de verbalisation pour permettre aux personnes qui ont été touchées, de près ou de loin. Évidemment, on va parfois différencier deux formes de séances. Les gens qui ont souvent été témoins directement d'un événement vont être mis ensemble, tandis que ceux qui ont été touchés, mais plus au niveau personnel, mais sans avoir été nécessairement témoins, peuvent faire partie d'un autre groupe, par exemple. Et pourquoi faire des séances justement en groupe? Bien, les séances de groupe ont fait leur preuve là, dans l'histoire. C'est que c'est toujours bon. Bien, ça permet aux gens, souvent, les gens tout seuls n'oseront pas, mais quand ils savent que leur ami ou leur collègue va être présent, qui a été touché lui aussi, bien, ça permet aussi l'entraide entre les gens. Là. Puis c'est plus facile pour les gens, pour certaines personnes, de venir rencontrer un intervenant, venir en parler, s'ils savent qu'ils ne seront pas nécessairement obligés de parler pendant 1 heure, parce que c'est vraiment ce qu'on fait, là, c'est qu'on invite les gens à parler, mais chacun à tour de rôle, tout en se respectant, puis en parlant de soi surtout. OK, puis les enseignants ont initié un peu la demande pour ces séances-là. Est-ce que vous avez eu des demandes d'étudiants pour les séances de groupe? Il y a des gens qui ont consulté tout court sans savoir qu'il y aurait des séances de groupe qui s'organisaient. En fait, les séances de groupe se sont organisées ce matin. Puis, suite à ça, on va diffuser l'information des séances de groupe, puis on essaie d'avoir le plus de personnes touchées possible. OK, puis c'est pas gênant d'être en groupe justement pour parler de ce qu'on ressent, en fait? Pour certaines personnes, oui, mais je vous dirais qu'en général, les gens préfèrent la séance de groupe à la séance individuelle. Je trouve ça moins impliquant. Oui, ils peuvent parler, mais
comme on dit, c'est toujours le libre arbitre. Là. Les personnes peuvent parler un petit peu, beaucoup. On essaie de donner la parole un peu à tout le monde. Puis, Et est-ce qu'il y a des gens qui ont fait la demande d'avoir une séance individuelle? En fait, il y a des personnes qui ont... Ça, on va clarifier ça après les séances de verbalisation, le besoin. Parce que là, dans le fond, il y a des personnes qui ont consulté, mais ils ont été invités à se joindre au groupe là, par rapport aux séances de verbalisation. Et suite aux séances, on va offrir à tout le monde la possibilité d'aller en individuel. Là. OK. Puis pour le chauffeur, est-ce qu'il y a une façon d'avoir un soutien? Est-ce que vous leur apportez de l'aide? En fait, personnellement, moi, je n'ai pas d'informations par rapport au chauffeur. Je ne sais même pas c'est qui, je sais pas. J'ai même pas d'informations sur comment ça s'est produit, évidemment. Pendant les séances, on va peut-être en savoir un peu plus, là, mais... Puis comment est-ce que ça peut prendre de temps pour la communauté de se remettre d'un drame pareil? Bien, tout dépendamment de la capacité d'adaptation dont je parlais tantôt, tout dépendamment de la personne, si elle a été touchée de près ou de loin, c'est très variable, là, mais ça peut aller... Quelqu'un qui a été bien touché par un événement, c'est pas rare que ça prenne un bon 6 mois. OK. Puis... Est-ce que ça a aidé plusieurs personnes de faire ces gestes-là de séance? Bien, habituellement, nous, à chaque fois, on demande le pouls des gens après et c'est très apprécié. Pour vous donner un exemple, la dernière qu'on a faite, c'était dans un hold-up à la banque, là, au centre-ville à Jonquière. On s'est rendu sur place, on a fait une séance, puis c'est vraiment très apprécié par les gens. OK. Puis il y a souvent des gens qui initient des activités comme des matchs bénéfices pour aider, pour amener un soutien. Est-ce que ces activités-là ont contribué à aider les gens de la communauté? Vous voulez dire des activités de financement? Oui, de financement ou de soutien aux familles. Ça, dépendamment des situations, il est arrivé certaines situations où il y a eu des regroupements, même les réseaux sociaux ont parfois contribué à organiser des séances, mais qui ne sont pas nécessairement des séances organisées par des professionnels, mais c'est des gens entre eux qui se manifestent, qui vont organiser des groupes. Je sais que ça arrive, puis c'est pas une mauvaise chose non plus habituellement. Sauf que, comme nous, la différence, c'est que c'est animé par des professionnels habitués. Parce que le danger, quand on fait une séance, il ne faut pas que ça devienne une séance de dérapage ou est-ce qu'il y aurait, par exemple, des règlements de compte ou des choses comme ça. Les gens sont appelés à parler de soi, de ce qu'ils ont vécu et non pas chercher des coupables, par exemple. OK. Pensez-vous justement que la semaine de relâche qui est une pause pour tous les étudiants peut leur permettre de se remettre justement de ces événements-là? Bien, le temps arrange les choses. Ça a toujours été prouvé pour n'importe quel traumatisme, mais c'est quand même bon d'en parler. Et habituellement, le timing pour... dans les 2 premières semaines, c'est bien de faire une séance de verbalisation. Et après ça, évidemment, le temps arrange les choses, c'est sûr. Un sondage Crop La Presse révèle que l'avance des libéraux au Québec diminue. Leur appui est passé de 40 à 34 %, ce qui leur laisse maintenant seulement 4 points d'avance sur le NPD. Le député néo-démocrate de Chicoutimi-Le-Fjord, Danny Morin, prétend que l'inexpérience du chef en est la cause. Ça reflète pas mal la réalité, car oui, depuis que Justin Trudeau est rendu chef du Parti libéral, on voit justement que les gens, plus qu'ils apprennent à le connaître, plus qu'ils se rendent compte que c'est une personne qui manque d'expérience, qui a un jugement qui est, disons, douteux. Moisson Allemand dénonce la qualité des provisions reçues par Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean. Selon eux, chaque arrivage contient plusieurs kilos de produits non comestibles ou impropres à la consommation. Moisson Allemand affirme ne pas être les seuls à avoir ces problèmes. Le conseiller municipal du secteur nord de Chicoutimi, Mark Peterson, demande au ministre Stéphane Bédard d'investir 1,5 million de dollars dans un terrain synthétique à la polyvalente Charles Gravel. Le conseil d'arrondissement a réitéré cette demande à la séance du conseil d'hier. Francis Terrien, pourquoi veut-il réaliser ce projet? En fait, Mark Peterson croit que ça contribuerait au dynamisme sportif du secteur. Il croit d'ailleurs que la polyvalente Charles Gravel, c'est la plus importante de la région, et la polyvalente a un programme de sport-études. Et ce qui le dérange d'ailleurs dans ça, c'est que les étudiants en athlétisme, en sport-études, doivent se déplacer à la polyvalente Arvida, où il y a déjà eu un investissement de la part de Saguenay pour un terrain synthétique pour pratiquer. Donc lui, ça le dérange que les gens de Chicoutimi-Nord doivent se déplacer à Jonquière. Et il demande donc un projet similaire à ce qui s'est passé à la polyvalente Arvida, mais à la polyvalente Charles Gravel. Pour ce faire, Mark Peterson demande à Québec un investissement égal à celui que la Ville promet, c'est-à-dire 1,5 million de dollars. Et à ça s'ajouterait une contribution de 1 million de dollars de Ottawa pour un projet de 4 millions de dollars pour le terrain synthétique à la polyvalente Charles Gravel.
Marc Peterson, le conseiller de Chicoutimi-Nord, croit que le dossier traîne depuis 15 ans, ce qui est trop long selon lui, et les choses auraient pu être faites plus rapidement que ça. On l'écoute à ce sujet. Lui qui a été élu, qui est rendu ministre, il n'a fait aucune annonce à ce niveau-là, alors que nous autres, la Ville, on est prêts. On est même prêts à fournir 1,5 million de dollars. Je ne connais pas beaucoup de monde qui sont prêts à cracher sur 1,5 million de dollars. Par ailleurs, l'autre conseiller de Chicoutimi-Nord, Jean-Yves Provencher, fait une demande à Jean-Marie Claveau pour des investissements dans son secteur à lui aussi. Quelles sont ces réflexions? En fait, les réflexions que Jean-Yves Provencher demande, c'est de remettre à neuf le pont au-dessus de la rivière Caribou, qui est situé dans le secteur de Canton-Tremblay. Ce pont-là est vétuste, au dire de M. Provencher. Il est trop étroit pour la circulation qui est en croissance dans ce coin-là. Et il réitère donc une demande conjointe avec la municipalité de Saint-Honoré dans ce dossier-là. Et par la même occasion, il profite de la demande pour élargir aussi la route Madoc qui est située en périphérie nord de Chicoutimi-Nord. Là aussi, selon lui, l'achalandage augmente. Il y a aussi de plus en plus de vélos, mais c'est surtout pour la sécurité et pour mettre à niveau les routes qu'il fait ça, parce que selon lui, la sécurité des enfants et des résidents du secteur est vraiment importante. On peut l'écouter encore une fois. C'est un dossier qui me tient à cœur. C'est parce qu'il y a de plus en plus de circulation et puis il y a beaucoup d'enfants aussi. C'est pas rien que pour les vélos, c'est en même temps pour les piétons aussi parce que la route n'est pas large, est en ordre parce qu'on investit beaucoup dedans. Et pourquoi font-ils ces demandes? C'est à l'aube des élections qui font ces demandes parce qu'ils espèrent que ça devienne des promesses électorales. Un citoyen s'est aussi plaint de la mauvaise qualité du déneigement? Oui, un citoyen s'est plaint de la qualité du déneigement dans les rangs de Chicoutimi en particulier. Monsieur Jacques Fortin, le président de l'arrondissement, a promis que la situation va être surveillée dans les prochaines semaines. Merci, Francis. Ça fait plaisir. Plus de 2 000 $ ont été investis par le Musée du Fjord pour offrir une escapade scientifique durant la semaine de relâche du 3 au 7 mars. Des ateliers originaux et des visites guidées adaptées aux jeunes avides de découverte auront lieu tous les jours au Musée du Fjord à la baie. Un reportage de Cassandre Forcier-Martin. L'organisation du Musée du Fjord à la baie souhaite accueillir plus de 1000 personnes lors de la semaine de relâche qui aura lieu du 3 au 7 mars prochain. Plus de 2 000 $ ont été investis afin d'offrir plusieurs activités interactives et spécialement organisées pour l'occasion. Contribuer à l'éducation est l'objectif premier de cette escapade scientifique. C'est la mission fondamentale d'un musée de contribuer à l'éducation. Et ce qu'on souhaite démontrer, c'est que les musées sont des lieux vivants d'apprentissage. Et le fait que nous présentions autant d'activités, bien également, on veut faire découvrir la culture scientifique et peut-être susciter des carrières scientifiques. Afin d'optimiser l'achalandage pendant la semaine de relâche, la tarification du musée sera réduite de 25 % pour tous les petits et les grands. Bien, en réduisant les droits d'entrée, c'est un élément de plus pour susciter l'intérêt des gens et leur donner accès à la culture. Parmi les activités offertes, vous retrouverez une démonstration scientifique avec le physicien Rénald Richer qui expliquera le magnétisme, une éclosion de papillons de nuit du Québec qui virevolteront en liberté dans le vivarium et vous pourrez même également assister à l'entretien de l'aquarium. En terminant, le Musée du Fjord sera l'hôte d'une araignée Goliath, la plus grosse araignée du monde, mesurant près de 30 cm. Nous allons recevoir au musée la plus grosse araignée au monde qui mesure près de 30 cm avec des scorpions. Alors, des animateurs scientifiques vont donner des informations sur ces spécimens. Les activités débuteront dès 10 h le 3 mars prochain. Cassandre Forcier-Martin, ATM Nouvelles, Saguenay. L'événement Photo Zoom Sur a accepté de s'associer à la 50e édition du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui se tiendra du 25 au 28 septembre 2014. Il s'agit d'une première collaboration qui apportera une visibilité sans pareille au Salon du livre à l'occasion d'une année bien spéciale. Voici le reportage d'Andréane Larouche. Photographes et écrivains pourront unir leurs forces grâce à la collaboration entre le Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean et l'événement Photo Zoom Sur. 25 auteurs seront jumelés à un photographe dans le but de faire découvrir des images et des textes portant sur un même endroit, soit la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La dernière édition de l'événement Photo Zoom Sur Québec remonte à 2008. Cette organisation a déjà reçu de nombreuses demandes de collaboration auparavant, mais il s'agit de la première fois que ses dirigeants acceptent de travailler de concert avec un autre événement. Le Salon du livre, ça nous permettant de travailler avec des écrivains,
ça permettait aussi de le faire enfin sur tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Chaque photographe participant devra immortaliser des images ayant un lien avec les textes d'un écrivain. Un cliché imposé à chaque équipe devra toutefois respecter une même contrainte, l'eau. Les photographies sélectionnées seront ensuite exposées au Salon du Livre et dans plusieurs vitrines de la région. Un livre contenant les images et les textes qui les ont inspirés sera lancé dans le cadre du Festival du photojournalisme du 29 octobre au 3 novembre à Chicoutimi. On voulait laisser une trace dans l'histoire du salon. On voulait que ce soit intemporel, que le livre dure, donc pas juste marqué pour l'année 2014. On voulait rendre hommage à nos écrivains du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette activité bien spéciale sera appréciée non seulement des artistes participants, mais aussi de la population de la région. La population où on se trouve sont tout à fait bousculés par les images parce qu'ils ne se voient jamais comme ils sont photographiés par les photographes. Donc souvent, c'est arrivé à plusieurs occasions, à l'Anse-Saint-Jean, Robertval, Saguenay, que les gens qui viennent voir les photos pleurent. Le Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean cherche présentement un distributeur de la région afin de publier entre 2000 et 3000 exemplaires du livre issu de l'événement. Andréane Larouche, ATM Nouvelles, Saguenay. Un hommage aux bâtisseurs de Petit-Saguenay sera présenté demain à 13h30 au Centre des loisirs. Un montage vidéo et une collection de photos mettront en vedette les pionniers du village ainsi que des moments historiques de la municipalité. Les propriétaires des cafés de la Saint-Dominique ne sont pas impressionnés par les dévoilements du gérant du futur café de la bibliothèque de Jonquière. Les utilisateurs de la bibliothèque sont toutefois intéressés à consommer des aliments au Café Lounge. Catherine Moras, les réactions sont mitigées? Eh bien oui, Simon, nous avons interrogé les utilisateurs de la bibliothèque de Jonquière pour savoir s'ils avaient l'intention de consommer des aliments au nouveau café. Leur réponse était très différente de celle que la propriétaire du Café Sommum nous a donnée. Voici le reportage que je vous ai préparé. C'est maintenant officiel, le gérant du futur café de la bibliothèque de Jonquière sera un résident de Chicoutimi, Philippe Simard. L'information a été dévoilée ce matin alors que le Café Lounge devait ouvrir en même temps que la bibliothèque il y a 4 mois. Selon la propriétaire du Café Sommum sur la Saint-Dominique, Salomé Aubu, le contrat de 3 ans qu'a signé l'entrepreneur n'est pas une affaire rentable pour lui. Le maire, en fait, la ville permettait aux gens, parce que c'est sûr que c'est dans la bibliothèque, je comprends ça, permettait aux gens d'aller là sans rien prendre, puis de prendre une place du café, dans le fond, pour lire un journal, lire une revue, lire un livre, peu importe. Donc, il n'y a pas rien d'intéressant à faire comme profit, là, selon moi. Selon Salomé Aubu, les chances de succès sont minces pour Philippe Simard. D'après moi, ils t'offront pas 3 ans, ça c'est sûr, là. À la bibliothèque, les réactions sont tout autres. Plusieurs utilisateurs ont bien l'intention de consommer des aliments. Pour consulter la bibliothèque de revues ici, durant un certain temps, là, je vais prendre un breuvage. Oui, ça va être intéressant parce que, après tant qu'à venir lire, tout ça, on peut prendre un bon café en même temps, puis peut-être manger, puis rencontrer d'autres gens. Ça va être assez agréable, oui. Oui, ça dépend s'il y a des menus qui sont quand même bons, là, pas trop fast-food, oui. Seulement une entreprise avait poussé les démarches jusqu'au bout pour obtenir le contrat à l'intérieur de la bibliothèque de Jonquière. Le nouveau Café Lounge ouvrira le 1er mars. C'était Catherine Moras pour ATM Nouvelles à Jonquière. L'auteure-compositrice-interprète Judith Bérard annoncera prochainement sur Facebook un retour sur scène prévu au cours des prochains mois. C'est ce qu'elle a confié cet après-midi en entrevue à ma collègue Roxane Nadeau lors de son passage pour la promotion de son nouvel album « Tant qu'on rêve ». Il était une fois, c'est comme ça qu'une histoire commence. Bonjour Judith Bérard. Bonjour Roxane. On vient tout juste d'entendre l'extrait de la chanson « Tant qu'on rêve encore » de votre 3e album « Tant qu'on rêve ». Est-ce que vous êtes basé sur un concept particulier pour composer cet album-là? Bien, en fait, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un album. J'ai été 10 ans en Italie, donc je me disais comment je pourrais faire pour que les gens ils me replacent un petit peu dans tout ce beau monde du show business, Judith Bérard, attends une minute. Et en fait, l'idée m'est venue de faire un petit peu un retour sur mes comédies musicales que j'avais fait et celles que j'aurais aimé faire aussi. Même des rôles masculins comme SOS que je me suis permise de faire sur l'album. Oui. Puis parmi les 10 chansons de votre album, il y en a une seule qui est c'est vous qui l'avez composée. Ouais. Pourquoi n'avoir glissé qu'une seule?
Bien, en fait, je voulais vraiment rester sur les comédies musicales francophones, faire découvrir aussi sur une clé de lecture, une couleur différente, un peu plus personnelle, des comédies musicales qui sont souvent assez spectaculaires. Et je me suis donné le droit de faire une petite chanson qui est un peu comme ma comédie musicale à moi. Quelque chose qui se passait au moment où je faisais l'album, en fait. Puis ça fait 9 ans que vous avez fait votre deuxième album, Itinéraire, a sorti en 2005. Oui. Ça fait 9 ans. Pourquoi avoir attendu si longtemps avant de sortir un troisième album? Je sais. Quand vous m'avez dit 9 ans, j'ai dit ça fait pas 9 ans, 2005. J'ai pas l'impression que ça fait 9 ans, mais effectivement, ça fait 9 ans. Pourquoi j'ai attendu si longtemps? Oui. Bien, en fait, c'est que j'ai construit un studio de musique avec mon mari en Italie. Puis on a reçu beaucoup d'artistes, donc j'ai beaucoup existé en tant qu'artiste, musicienne. J'ai grandi, j'ai côtoyé aussi des gens de l'opéra, de la musique classique. Je me suis nourrie du fameux legato italiano, c'est-à-dire le chanté qui est bien placé dans la voix. Et j'ai pas vu le temps passer. Je me suis occupée, j'ai fait grandir mon enfant en Italie aussi. Mais le besoin était là, mais je m'en occupais pas. Mais à un moment donné, il était trop fort. Là. Le besoin, il criait, là, faut que tu reviennes au Québec. J'avais vraiment besoin de retrouver la scène, le public, puis revenir à la rencontre de mon peuple à travers ma voix. Puis justement, ça fait 2 ans que vous êtes de retour au Québec. Ouais. Est-ce que ça a été vraiment qui vous a l'élément déclencheur pour un troisième album? Et en fait, le retour s'est fait, c'est un beau cadeau. J'ai reçu, j'ai eu le rôle de Je me voyais déjà, qui est une comédie musicale en 2010. Et c'est ce rôle-là qui m'a permis encore une fois, une comédie musicale, de revenir au Québec et de faire cet album avec mon mari. Puis est-ce que vous avez le goût de retourner sur scène maintenant que vous avez un album? Sans costume, sans personnage. J'aimerais beaucoup ça, partir dans une petite formation, là, peut-être juste de 3 musiciens, puis revenir à la baie ou à Jonquière. En tout cas, j'adorerais ça, revenir avec une série de spectacles. D'ailleurs, je vais l'annoncer probablement bientôt sur ma page Facebook, Judith Bérard. Les gens peuvent aller voir mes dates, là, puis je vais annoncer ça bientôt. Puis est-ce que ça sera juste au Québec ou peut-être aussi en Europe, en Italie, vu que vous habitiez là-bas? C'est une bonne question. En fait, pour l'instant, je me concentre vraiment pour le Québec. T'sais, à chaque fois, j'ai toujours eu un Luc Plamondon qui m'a dit « Ah, viens, on a un show là-bas. » Puis je partais dans des grandes aventures. Mais là, cette fois-ci, j'ai envie de donner du temps à cet album-là. Et de rester au Québec aussi un petit peu, là. Oui, profiter un peu du temps ici. Oui. Puis en plus de votre album, vous avez sorti une huile d'olive biologique qu'on a ici. Puis elle a gagné la meilleure huile d'olive au monde. C'est Dominica Fiore. Est-ce que vous êtes surpris un peu du succès que ça a ici au Québec? Merveilleux. En fait, c'est extraordinaire de voir l'accueil des Québécois, puis l'ouverture d'esprit de dire « Ah, une huile d'olive, j'ai envie de la goûter. » Il n'y a pas un endroit au Québec où je ne vais pas, où les gens disent « Moi, j'aime cuisiner, j'aime la bonne bouffe. Je suis prête à mettre de l'argent pour acheter des bons produits. » Et écoute, j'en reviens pas. J'en reviens pas. On l'a sorti à Vancouver, on n'a pas eu du tout le même accueil. Les gens ne sont pas du tout prêts à accueillir une huile d'olive de cette qualité-là. Puis ici, au contraire, elle est comprise. C'est ça qui est beau. Les gens y goûtent puis ils comprennent que c'est bon. Vous avez aussi participé à l'émission Ricardo qui va être diffusée le 5 mars prochain. Comment vous avez apprécié l'expérience? Et cette fois-là, c'était sympa parce que c'est ma deuxième apparition à Ricardo. Et c'est vraiment axé sur le fait que mon fils en Italie a vraiment appris à cuisiner parce qu'on avait une vieille mamma italiana qui venait cuisiner à la maison quand on avait beaucoup de monde. Et elle lui a montré vraiment les bases de la cuisine italienne. Et Jonathan, il a ça vient pas de moi, là, c'est sûr. Mais il a ça dans le sang, puis il est super doué pour faire des pâtes. Lui, il jette un œuf dans de la farine, puis il te fait des fettuccini. Tu les as même pas vus apparaître, puis ils sont dans ton plat avec toute une sauce. Et c'est lui qui cuisine à Ricardo à l'émission du 5 mars. OK. Puis aussi, pour revenir à votre album, sur votre site Internet, il y a une section où on peut envoyer, les gens peuvent envoyer leurs rêves. Oui. Puis vous faites aussi des capsules à partir de ça. D'où vous est venue l'idée de faire ça? Bien, en fait, ça s'est passé quand on a tourné le clip Tant qu'on rêve encore. J'ai invité les gens à venir me montrer c'était quoi leur rêve. Et j'ai eu tellement de monde qui ont dit oui, qui ont eu le goût de participer, puis c'était tellement beau ce qui se passait sur le plateau, l'intensité qu'il y avait dans les yeux des personnes qui n'avaient jamais été devant une caméra. Et tout se perçoit, si vous regardez le clip, là, vous allez voir, il y a de l'émotion au bout. Et c'est vraiment vrai, là, les gens étaient sincères, ils montraient ce qu'ils veulent faire plus tard, genre olympique, rêve olympique ou peintre ou danseuse.
Et de là m'est venue l'idée de faire des chaises, les chaises de rêve. Et là, j'ai mis les chaises backstage, puis j'assoyais les gens devant la caméra. Je disais, là, dis-moi juste ton rêve. Et quand on a vu le résultat d'une vidéo après l'autre, c'était tellement beau et tellement inspirant qu'on s'est dit, pourquoi on ne fait pas une plateforme rêve accompagnée de la sortie de l'album, puis inviter les gens à créer la plus belle grande banque de rêves. Puis justement, votre ami Maxime Roy a fait une vidéo comme ça. Puis dans un de ses rêves, elle a dit que c'était de voir vos rêves se réaliser. Donc, quels sont vos rêves? Oh! Bien, ça, c'en est déjà un grand, d'être revenu au Québec et d'avoir fait cet album et de le partager parce qu'un grand besoin que j'ai, c'est d'aller à la rencontre des gens. OK. Ma voix, c'est un peu mon leitmotiv, ma locomotive pour aller à la rencontre des personnes, de village en village, de ville en ville. Et je pourrais te dire, on parlait tout à l'heure avec un de tes professeurs d'apprendre à vivre mieux avec la Terre et de mieux la respecter, de se dépêcher d'apprendre à vivre en harmonie avec la Terre. Mais ça, c'est des rêves sociaux. Si je te parle d'un rêve plus personnel, je te dirais de continuer d'oser, de me montrer telle que je suis vraiment, même si ça dérange, d'être le plus authentique possible et de ne pas me lâcher. Donc, continuer de donner de l'importance à mes rêves. Mais je vous le souhaite. Merci beaucoup d'avoir accepté votre présence sur notre plateau, Madame Judith Bérard. Merci, Roxane. Mais avant de nous quitter, moi, je ne peux pas m'empêcher de te demander, est-ce que toi, tu en as un rêve? Moi, j'ai un rêve, oui. C'est beaucoup plus professionnel. Là. Ce serait vraiment d'être chroniqueuse comme je fais en ce moment. Artistique, ce serait vraiment mon plus grand rêve. Là. Et je te souhaite d'être chroniqueuse dans le monde artistique. Merci beaucoup. Donc, on rappelle qu'on peut se procurer l'album de Madame Bérard dans tous les points de vente au Québec, comme Archambault ou HMV, puis aussi sur iTunes. On se laisse sur un dernier extrait de l'album, L'envie d'aimer. C'est tellement simple, l'amour. Et à la météo maintenant, Frédéric, peut-on dire qu'en cette fin du mois de février, le temps doux des derniers jours se poursuivra encore? En effet, Simon, pour ce soir, cette nuit et demain, c'est la même chanson. On peut même enlever une petite couche puisque le froid glacial est désormais derrière nous pour le moment. Donc, ce sera doux et nuageux avec quelques flocons. Ce soir, -2 avec une température ressentie de -6. Cette nuit, -4 avec une température ressentie de -9. Demain, toujours -4, température ressentie -10. Par contre, on prévoit quelques rafales de vent allant jusqu'à 35 km/h. Et vendredi, de la faible neige tombera. On parle d'environ 5 à 10 cm seulement. Et pour vos activités plein air dans fin de semaine, ce sera un temps idéal puisqu'on prévoit une température douce et même quelques éclaircies au cours de la journée de samedi. Lundi, par contre, le froid refera surface avec une température ressentie de -15. C'est ce qui conclut le Web Journal d'aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine.